Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui dans ma suite de vidéos sur Vampire la Mascarade 5e édition, je vous parle du clan, oui, les Brujahs. Brujahs, clan probablement que j'ai le plus de difficultés à nommer. Il y a même des gens sur Internet qui vont dire comment ça se dit. Donc, les Brujahs sont un des 14 clans officiels de Vampire la Mascarade 14e, oui, 5e édition. C'est un clan de radicaux, de fauteurs de troubles. Ils ont tendance à accueillir ceux qui sont prêts à remettre quelqu'un à sa place si la situation l'exige. Donc, un clan qui a la réputation, du moins, on va voir que cette réputation est parfois peu fondée, mais il y a une réputation de batailleur. Donc, la plupart vont se considérer comme des guerriers qui défendent une cause. C'est des rebelles qui sont guidés par leur passion et ils se dévouent corps et âme, si on peut dire qu'ils ont encore cette dernière, à des idéaux, quels qu'ils soient. Donc, les Brujahs sont étreints habituellement parmi ceux qui reculent absolument devant rien face à l'adversité. Ils sont à la recherche d'autres personnes qui vont remettre en question l'ordre établi et surtout se battre contre le statu quo. Et ils vont accueillir, c'est le clan, pas le plus, mais un des clans qui va accueillir à bras ouverts les gens qui sont à contre-culture, à contre-courant. Donc, c'est des combattants fugueux, des penseurs critiques aussi beaucoup. Et le clan est renforcé par sa capacité à résister à la tempête et à persévérer à travers les épreuves. Les Brujahs sont généralement réduits à l'image de punks ou d'anarchistes qui cherchent que des ennuis, mais c'est quand même assez loin de la vérité. Donc, les disciplines auxquelles ont accès naturellement les Brujahs et l'utilisation qu'ils en font sont la célérité, qui permet aux Brujahs de frapper vite et de bouger encore plus vite lorsque la situation dégénère. On retrouve aussi la puissance qui donne de la force derrière leurs attaques, qui renforce leurs coups de poing et qui permet de convaincre avec les poings plutôt qu'avec les mots par certains moments. Et finalement, la présence, c'est jamais le dernier recours non plus avec les Brujahs. Donc, ils l'utilisent souvent et brillamment. Donc, elle leur donne un avantage lorsqu'ils tentent d'utiliser les mots pour convaincre, pour faire valoir leur point de vue. Donc, ils n'utilisent pas seulement les points tout le temps. Le fléau du clan est quand même leur tempérament violent. Donc, il y a une rage qui bouillonne au fond de l'esprit d'un Brujah et la moindre provocation est capable vraiment de l'envoyer dans une rage frénétique. Donc, le joueur qui joue ce personnage, doit alors soustraire un nombre de dés égaux à la sévérité du fléau de son personnage lorsqu'il tente de résister à une frénésie de rage. Une variante du fléau, c'est la violence, carrément. Donc, lorsqu'un triomphe brutal se produit à la suite d'un test de compétence, le vampire Brujah, dans le fond, cause des dégâts sur l'objet ou le sujet de son interaction, et ce, égaux à la sévérité de son fléau, en plus de tout autre résultat sur les dés de fin. Donc, le type de dommage dépend de la situation, qu'il soit physique ou mental, puis les dégâts sont aggravés, à moins que le joueur dépense un point de volonté pour les transformer en dégâts superficiels. La compulsion des Brujahs, c'est la rébellion. Donc, les vampires désirent ardemment prendre position contre ceux qui représentent le statu quo ou représentent un certain point, on pourrait dire l'autorité. Donc, ça ne s'arrête pas jusqu'à temps qu'ils soient allés à l'encontre des ordres, carrément, ou des attentes, ou qu'ils aient changé carrément la vie de quelqu'un. Donc, durant cette compulsion, ils subissent une pénalité de 2 dés sur tous leurs jets, jusqu'à ce qu'ils aient changé l'opinion de quelqu'un, qu'ils soient allés à l'encontre des ordres qui leur ont été donnés, ou des attentes auxquelles ils font face. Les archétypes qu'on retrouve habituellement dans le clan, donc les genres d'individus qu'on retrouve parmi les Brujahs. On retrouve entre autres l'activiste, le mort-vivant. Donc la mort ne l'a pas empêché de se battre pour sa cause. Donc sa cause, à travers sa cause, il va rallier autant les mortels que les vampires. Son objectif est de faire tomber les structures du pouvoir, oui, mais de l'intérieur. Donc son tempérament n'a pas changé par sa transformation. C'est toujours un activiste. Il continue après
sa transition, on va dire. Le punk, donc le clan compte encore ceux qui recherchent l'adrénaline durant un combat plus que la cause elle-même. Donc cet archétype-là, c'est la personne qui va se battre avec ceux qui sont souvent plus faibles que lui. Il recherche des ennuis partout où il va. Donc même si le rush d'adrénaline puis les bénéfices immédiats sont suffisants pour son plaisir, ça dure jamais assez longtemps pour ce vampire-là. Donc, éventuellement aussi, les gens qui cherchent à le restreindre et à l'arrêter dans cette quête perpétuelle de bagarre vont commencer à disparaître à leur tour. Dans les archétypes, on trouve aussi celui qui rêve de Carthage. Donc, Carthage, ville mythique ou non, on ne sait pas si elle a vraiment existé, ça serait la 3e grande ville là, officielle des vampires. Donc, Carthage était une utopie créée par le clan Brujah pour avoir une société où les mortels et les vampires puissent cohabiter ensemble. Donc, ça s'est fait avant la Grèce antique, là, il y a très, 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 très longtemps. Et donc, Carthage, mythique ou non, vit sans payer de loyer dans la tête de ce vampire-là. Donc, l'idée d'une utopie mortelle et vampirique, c'est quelque chose que cette personne-là souhaite ardemment voir, être témoin un jour dans sa non-vie. Et le lien que cette personne-là, ce vampire-là, a avec le monde mortel est plus grand que celui du vampire moyen. Donc, il maintient beaucoup de liens avec les êtres mortels autour de lui. Il travaille à unifier les vampires et les mortels autant qu'il le peut. Finalement, on retrouve aussi les érudits. Donc, contrairement aux autres membres de leur clan, ils préfèrent dévorer le savoir plutôt que d'écraser des crânes, oui. Donc, c'est les philosophes du clan, ceux qui vont débattre d'idées, qui cherchent à changer les choses, mais beaucoup par la parole, par la réflexion critique. Donc, ça vous donne une idée du genre de culture qu'on retrouve dans ce clan-là, une culture assez éclatée. Donc, en tant que clan, les Brujahs n'ont pratiquement aucune organisation. Donc, s'ils sont contre l'ordre établi, le statu quo, ils ont très peu d'ordre eux-mêmes et de hiérarchie eux-mêmes. Donc, en dehors du clan, les Brujahs adorent construire des structures, puis les autres Brujahs vont les détruire à leur tour. Donc, la structure principale du clan, c'est la division entre les factions qu'on dit iconoclastes et les factions idéalistes, qu'on retrouve aussi dans la société, en fait. Donc, les iconoclastes, c'est les rebelles, presque exclusivement des jeunes Brujahs. Ils incarnent l'image stéréotypée du clan comme étant des fous, des dangereux, des personnes qui sont dangereuses à connaître, pratiquement. Alors que les iconoclastes, contrairement aux iconoclastes, oui, les idéalistes sont des intellectuels, des théoriciens. C'est généralement des aînés, mais ça peut être quand même de nouveaux Brujahs qui ont été nouvellement mordus. Là. Les aînés sont presque tous des théoriciens, des idéalistes. Donc, les idéalistes, ou du moins les aînés, sont des idéalistes simplement aussi parce que leur habitude a rarement changé depuis leur étreinte. Donc, sans dire qu'il y en a qui datent de la Grèce antique, là, ils datent d'assez longtemps, puis il n'y avait pas nécessairement beaucoup de punk à la Renaissance. On va dire ça de même. Donc, les Brujahs d'autrefois suivaient aussi beaucoup l'idéal olympien. Donc, également connu sous le nom d'Antéléchie, idéal qui précéderait même la ville de Carthage, en fait, là. Donc, l'idéal olympien contenait la perfection à la fois du corps et de l'esprit. Donc, la plupart des anciens Brujahs ont renforcé leur corps, l'ont entraîné. Donc, tous les pouvoirs physiques qu'ils ont sont quand même importants pour eux, mais sont aussi éduqués dans les thèmes de la métaphysique, les thèmes scientifiques. Donc, ils ont poussé aussi les connaissances tant qu'ils pouvaient. Là. Donc, c'est vraiment une balance du corps et de l'esprit. Tout ce qu'un Brujah fait, il le fait avec passion,
ce qui est à la fois sa malédiction, on pourrait dire, et une bénédiction pour lui. Donc, les Brujas adoptent des passions, des causes qu'ils soutiennent avec volume et vitriol. Certains Brujas sont des membres charismatiques de leur clan, d'autres préfèrent des positions plus individualistiques ou qui cherchent à choquer les autres. Certains sont juste flagrants, provoquants, là, donc brisent le statu quo, mais en étant à la limite démagogue. Donc, de nombreux Brujas, oui, sont heureux d'avoir l'occasion de s'exprimer et d'exprimer ce qu'ils pensent. Et se livrent ensuite un peu à un peu de destruction pour soutenir leurs propos. On dit aussi qu'il y a 2 conventions qui soutiennent universellement le clan, soit le rant et le rave. Donc, les diatribes ne sont presque que ça. En fait, là, il y a des réunions informelles du clan Bruja et invitent d'autres insurgés, d'autres vampires, au cours desquels toute personne capable de crier assez fort pour faire entendre son opinion le font. Et c'est un débat d'idées à qui veut bien l'entendre. Et de l'autre côté, les raves, ben, c'est carrément ça, là, c'est des soirées techno dansantes qui durent toute la nuit. Puis c'est des rassemblements sociaux pour les Brujas qui prennent vraiment la forme d'événements musicaux, de divertissement à grande échelle. C'est des soirées sur invitation seulement, principalement pour les vampires. Et l'un entraîne l'autre. Donc les rants entraînent souvent les raves et les raves entraînent souvent des réunions de rant. Donc c'est 2 événements qui vont souvent se promènent main dans la main. Au niveau de l'étreinte, les Brujas sont un clan généralement issu des rangs de la Révolution, donc des révolutionnaires, des membres de la contre-culture, ceux qui s'opposent au courant dominant en général. Beaucoup considèrent les Brujas comme étant un clan composé de voyous, de mécontents, oui, ou de punks. Mais c'est un clan qui est aussi connu surtout pour sa férocité au combat et son esprit critique. Donc c'est un élément qui est souvent laissé de côté quand on parle de ce clan-là. On pense tout le temps aux anarchistes ou aux punks quand on pense aux Brujas, mais c'est un clan dans lequel la pensée critique, elle est très importante. Des manifestants, des activistes sont pas non plus les seules personnes vers lesquelles gravitent les Brujas. On va retrouver des sociologues, on va retrouver des étudiants érudits. On va aussi retrouver des gens qui ont enduré des grandes pertes personnelles et qui ont persévéré à travers tout ça. Donc, un bon nombre de Brujas décident aussi de se mêler aux mortels et à la société mortelle en général. Ils tentent de guider les humains à travers les mouvements militants, politiques, antipolitiques, donc sont souvent entremêlés aux différents mouvements sociaux qu'on peut voir, là, que ce soit mai 68, que ce soit des mouvements anti-guerre. Donc, on les voit vraiment souvent dans ces mouvements-là, mêlés aux mortels. Et la passion des Brujas amène aussi un autre côté aux étreintes où certains sires, pas tous, mais certains sires vont être négligents, dans le fond, envers ceux qu'ils choisissent, choisissant souvent par passion plus que logique et laissant parfois l'enfant à l'abandon une fois la passion passée. Dans la société mortelle, je t'ai déjà dit, les Brujas ont tendance à s'entourer de mortels, s'entourer de vivants. Certains voient aussi le désir de vivre de pair. D'autres voient quand même les mortels comme un peu des animaux à manipuler pour atteindre leur but, là. Donc, les idéaux sont plus importants que la société mortelle en soi. Et la bête, on pourrait dire, la rage qui habite les Brujas est quand même une malédiction pour eux. Ça prend beaucoup de place, beaucoup d'énergie et passer à gérer cette bête-là intérieure. Et le besoin de rage contre quelque chose en fait parfois des maîtres cruels ou des vampires cruels qui peuvent perdre le contrôle et chercher à se battre contre tout et n'importe quoi. Et s'ils prennent les devants d'une cause, ben ils peuvent entraîner la mort chez les membres de la société mortelle parce qu'ils ne peuvent pas mettre frein, dans le fond, à leurs envies de se battre contre l'autorité ou
le groupe dominant, quel qu'il soit. Donc, certains vont dire que les Brujas sont carrément maudits par la passion qui les habite. Beaucoup tentent de canaliser cette rage-là, cette passion-là, avec les humains, en fait, pour en faire quelque chose de plus grand, mais c'est fait avec plus ou moins de succès, comme j'ai dit. Encore là, il faut prendre pour acquis que le clan, c'est pas un monolithe. Aucun clan l'est, tout en passant, là, mais les Brujas sont quand même très individualisés avec leur passion. Comme si c'est leur passion qui les pousse vers l'avant, qui les motive. Ça arrive que plusieurs Brujas ont des idéaux, des passions, des objectifs différents. Et donc, chacun va se diriger vers des causes différentes, vers des objectifs différents. Il n'y a pas nécessairement rien qui les unit vers un objectif commun en tant que clan. De la même façon, on dit qu'après 30 ou 40 ans, de nombreux Brujas, parviennent de plus en plus difficilement à s'adapter aux nouvelles cultures et deviennent un peu coincés dans la contre-culture du moment où ils ont été étreints. Donc, un vampire Bruja qui a été tourné, on pourrait dire, durant les années hippies, mais il va être encore habillé avec ce style-là. On va retrouver des goths, on va retrouver des aristocrates, des bohèmes, qui représentent quand même la contre-culture de leur époque. Ils ne changent pas, ne sont pas tout le temps au goût du jour, on pourrait dire, en termes de contre-culture. Dans la société vampirique, beaucoup de Brujas sont considérés uniquement pour leur puissance et leur caractère colérique. Donc, comme j'ai dit, on a tendance souvent à les stéréotyper là-dedans et peu prendre en compte l'aspect très logique ou grand débat philosophique du clan. Donc, même quand certains membres du clan sont des orateurs habiles, des organisateurs rusés aussi, donc pour faire tomber des structures de l'intérieur, il faut être rusé et savoir bien s'organiser. Ceux dont les valeurs correspondent à la passion d'un Bruja trouveront des alliés vampires prêts à se battre contre tout ce qui les attend. Donc, si vous trouvez un Bruja qui a la même passion, le même objectif que vous aurez un allié qui est difficile à déclasser. Dans les domaines dominés par les Brujas, donc les territoires où ils sont majoritaires, on pourrait dire, où ils sont en puissance, on peut s'attendre, sans dire qu'ils sont en puissance, s'ils sont majoritaires, on peut s'attendre à un coup d'État à un moment donné, des révoltes, des batailles d'idéologie assez fréquentes sur le territoire. Le bouleversement, les attaques lancées au courant dominant sont à l'origine aussi d'une rivalité avec les Ventrus, souvent, parce qu'ils représentent la plupart du temps le courant dominant, les Ventrus. Et cette rivalité-là entre les deux clans, entre les Brujas et les Ventrus, sont aussi vieilles que Carthage, en fait. Dans l'histoire, avec un grand H, là, The World of Darkness, les Ventrus étaient à la base de Sparte, donc, et les Brujas étaient à la base d'Athènes. Donc, on avait les grands discours philosophiques d'un côté, on avait les Ventrus de Sparte, donc, qui cherchaient à dominer par la force aussi, mais donc, pas juste des combattants, sont pas tous chez les Brujas, là, mais donc des vieilles rivalités qui datent de millénaires, on pourrait dire. Bien que les vampires Brujas puissent ressembler à des solitaires, parce qu'ils ont leur objectif à eux qui les motive, beaucoup d'entre eux considèrent une coterie non seulement comme des alliés, mais comme des frères d'armes, comme une famille. Donc les Brujas vont vraiment s'investir beaucoup dans leur coterie. Ils visent généralement à rendre cette dernière cohérente, à la rassembler, à en faire une unité solide, même si leur propre malédiction peut parfois les mettre en désaccord avec les autres membres du groupe. Finalement, les différences qu'on voit entre les Brujas anarques et ceux qui sont le peu, qu'on retrouve très très peu, qu'on retrouve dans la Camarilla maintenant. Donc, les Brujas alignés avec les anarques ont davantage la réputation d'être fugueux, de tirer en premier et parler ensuite. Parfois, on va les appeler les Prométhéens, là, mais
ils mettent pas autant l'accent sur les liens claniques. Le clan est moins important que la coterie ou la cause pour eux. Les Brujas qui sont davantage alignés, on va dire comme ça, sur la Camarilla, même si on en retrouve, il ne faut jamais dire jamais, mais qu'on n'en trouve plus vraiment, là, sont appelés les Hélènes, traditionnellement, sont réputés pour s'appuyer davantage sur les types de rois philosophes. En général, ce sont les érudits vraiment de leur clan. Ils suivent les conventions, oui, traditionnelles de la Camarilla. Certains trouvent encore des postes décents dans les villes, où il y a assez de Brujas qui se tiennent pas loin de la Camarilla, mais comme j'ai dit, sont rendus très, très, très rares. Les Brujas ont claqué la porte dans la Camarilla, dans l'histoire du jeu, et même qu'un Bruja a tué un ventru très, très, très important pour la Camarilla et pour le clan Ventru. Et donc, après avoir claqué la porte, les Ventrus étant quand même bien placés dans la Camarilla, le retour des Brujas est très mal vu là, dans plusieurs domaines. Donc, vous faites ce que vous voulez à votre table. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut jamais dire jamais. Chaque table choisit les pans de l'histoire qu'ils veulent, mais dans la ligne semi-officielle là, de Wizard, The World of Darkness, les Brujas, on les retrouve plus vraiment dans la Camarilla. Ça ferait mon petit tour semi-rapide de ce clan que j'ai réussi à nommer correctement quelques fois cette fois-ci, mais que j'ai vraiment beaucoup de difficulté à les nommer comme du monde. Dans les prochaines semaines, je continue à défiler comme ça les clans de Vampire la Mascarade pour vous, pour parler de leur culture, à quoi ils ressemblent, donc peut-être vous donner des idées de jeu. Si vous voulez rien manquer, abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo-là, un petit pouce en l'air, un petit like, c'est tout le temps très apprécié. N'hésitez pas à écrire des commentaires, j'aime tout le temps ça, vous répondre. Est-ce que c'est un clan que vous aimez? Est-ce que c'est un clan que vous aimez pas? Est-ce que c'est un clan que vous avez trouvé les moyens de sortir des stéréotypes avec? Je veux vous entendre, ou vous lire, devrais-je dire. Et si vous voulez nous encourager un petit peu plus, la chaîne Co-Critique, vous pouvez venir voir notre Patreon. Toutes les vidéos seront accessibles une semaine à l'avance. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, du plaisir, puis on se revoit la prochaine fois. Bye!